Un convoi russe s'engagea sur une route forestière, convaincu que les rangées d'arbres dissimuleraient ces mouvements du ciel. Mais quelques instants plus tard, cette même route commença à révéler une erreur fatale. D'en haut, les drones FPV ukrainiens ont perçu ce que les équipages au sol n'ont pas reconnu à temps. Une voie qui semblait serait soudainement devenue un corridor verrouillé, où chaque arrêt, chaque ralentissement, chaque brèche dans la formation pouvait ouvrir la porte à une chaîne de conséquences bien plus vaste. Une fois qu'un véhicule apparaît à découvert, la question n'est plus seulement de savoir s'il sera touché. La véritable question est ce qui pourrait être entraîné dans le danger par la suite. Véhicules blindés, puissance de feu, ravitaillement, communication et même des positions qui semblent bien en arrière du front peuvent tous entrer dans le même cercle de risque. Quelle fut l'erreur fatale de ce convoi russe sur cette route forestière? Pourquoi un simple choix d'itinéraire a-t-il pu exposer tant de faiblesses profondes? Et cette embuscade révèle-t-elle un changement majeur dans la manière dont les drones FPV ukrainiens façonnent le champ de bataille? Restez avec l'échiquier global pour le découvrir. La campagne de drones ukrainiennes ne se limite plus à des frappes isolées. Elle se transforme en un système de chasse continue qui observe, suit et attaque les mouvements russes à travers plusieurs niveaux du champ de bataille. Le premier niveau est la reconnaissance. Les drones ukrainiens, UAV, scannent les routes, les lisières de forêt, les positions de tir, les voies de ravitaillement, les zones de dépôt et les cachettes derrière le front. Leur tâche est de trouver une cible, de comprendre sa direction, sa vitesse et si elle fait partie d'un convoi plus large ou d'un réseau de soutien. C'est crucial, car la Russie est désormais confrontée à un danger qui dépasse les cibles blindées évidentes. Un char, un véhicule de transport de troupes, VTT, un véhicule de combat d'infanterie, VCI, une pièce d'artillerie, un lance-roquettes multiple, MLRS, un camion de ravitaillement, un véhicule de munitions, un transporteur de carburant ou un système de communication peuvent tous devenir des maillons de la même chaîne une fois repérés d'en haut. Les drones FPV deviennent l'élément de frappe rapide. Ils peuvent attaquer des véhicules en mouvement, des armes exposées, des blindages endommagés ou des équipements qui viennent de révéler leur position. Leur avantage réside dans le timing, car la distance entre la détection et l'attaque peut être très courte. Un véhicule qui semble sûr à un moment donné peut devenir vulnérable quelques secondes plus tard. Sur une route forestière, le danger s'accentue. Les arbres peuvent masquer les mouvements aux observateurs au sol, mais ils rétrécissent aussi le chemin, limitent les voies d'évasion et rendent chaque ralentissement plus facile à exploiter. Les drones bombardiers ajoutent une couche de pression supplémentaire, surtout lorsque la cible est arrêtée, abandonnée ou regroupée près d'un dépôt, d'un hangar, d'une lisière d'arbres ou d'une zone de stockage de campagne. Ils permettent à l'Ukraine de frapper équipements, munitions, carburant et véhicules de soutien sans toujours utiliser des armes plus lourdes. Ensemble, ces drones forment une chaîne de destruction sur le champ de bataille. Un UAV peut détecter la cible. Un autre peut la surveiller. Un FPV peut frapper en premier. Un drone bombardier peut revenir achever ce qui reste. Un passage de reconnaissance ultérieur peut confirmer les dégâts et rechercher le prochain atout exposé. Cette chaîne modifie la signification du mouvement pour les unités russes. Un véhicule n'est pas en sécurité simplement parce qu'il a quitté le front immédiat. Un système de tir n'est pas en sécurité simplement parce qu'il s'est retiré après avoir tiré. Un camion de ravitaillement n'est pas en sécurité simplement parce qu'il est derrière la ligne d'assaut. L'Ukraine crée une pression avant même que l'explosion ne se produise. Les équipages russes doivent partir du principe qu'être vu peut rapidement signifier être touché. Cela force des décisions plus rapides, des pauses plus courtes et davantage d'erreurs sous le stress. C'est pourquoi le système de drone est plus important que n'importe quelle vidéo isolée. Il révèle un champ de bataille où l'observation, le timing et des armes de précision peu coûteuses travaillent de concert. Une fois qu'une cible blindée est prise dans ce système de surveillance, sa survie dépend moins de la robustesse de son blindage que de sa capacité à rester en mouvement. Cela nous mène directement à la couche suivante du problème, car une fois la mobilité brisée, le blindage devient bien plus facile à détruire. Les véhicules blindés russes sont détruits par une chaîne de défaillance et non par une seule frappe. Le processus commence lorsque le mouvement est interrompu. Un char peut s'engager sur une route forestière, son blindage faisant face au danger attendu. Un VTT peut suivre avec des troupes. Un VCI peut tenter de traverser une approche étroite avant que le tir ukrainien ne réagisse. Pourtant, le moment clé peut survenir avant l'explosion finale. Il commence lorsque le véhicule ralentit, heurte une mine, subit un premier impact de drone FPV ou s'arrête au mauvais endroit. Cette interruption change le combat. Un véhicule en mouvement a des choix. Il peut reculer, tourner, utiliser un abri ou quitter la route. Un véhicule aux chenilles brisées n'en a presque aucun. Une fois la mobilité perdue, l'équipage doit combattre depuis une position choisie par le champ de bataille.
Les mines, l'artillerie et les premiers impacts de drones n'ont pas besoin de détruire le véhicule immédiatement. Ils n'ont qu'à endommager le mouvement et créer la pause qui facilite l'attaque suivante. Lorsque le premier véhicule perd de la vitesse, le danger se propage dans la formation. Une route étroite offre peu d'espace de manœuvre aux véhicules qui suivent. Les conducteurs derrière le véhicule endommagé peuvent s'arrêter, ralentir ou se déplacer sur un terrain exposé. Le blindage fonctionne mieux lorsqu'il peut rester en mouvement et faire face aux dangers dans la bonne direction. Une fois la formation bloquée, chaque véhicule devient plus facile à étudier d'en haut. Le convoi ne peut plus utiliser la vitesse comme protection. Pour les équipes de drones ukrainiennes, cette pause crée du temps. Un pilote peut observer comment l'équipage réagit, où se trouvent les dégâts et quel côté est exposé. La première frappe peut seulement forcer l'arrêt, mais la frappe suivante peut être dirigée avec beaucoup plus de précision. Le véhicule endommagé devient un problème fixe. Il peut encore avoir un blindage épais, mais il est maintenant assis dans une zone de destruction. Si l'équipage ouvre une écoutille, tente de s'échapper ou attend une récupération, chaque action peut créer une nouvelle ouverture. Les drones FPV n'ont pas besoin de vaincre le blindage frontal le plus épais d'un char. Ils peuvent attaquer des endroits qui n'ont jamais été conçus pour absorber des impacts répétés par le haut ou par l'arrière. Les écoutilles ouvertes sont un risque évident, surtout lorsque les équipages essaient de voir à l'extérieur, d'échapper à la fumée ou de quitter un véhicule endommagé. Le pont moteur est une autre zone vulnérable, car un impact à cet endroit peut provoquer un incendie et empêcher la récupération. La section arrière est exposée lorsqu'un véhicule tourne, recule ou est piégé. L'espace entre la tourelle et la coque peut être encore plus dangereux. Un impact précis près de cette zone peut atteindre les munitions ou une protection plus mince autour de l'anneau de tourelle. Même un véhicule équipé d'une copée-cage peut encore présenter des espaces qu'un pilote expérimenté peut exploiter. La cage peut modifier l'angle d'attaque, mais elle n'efface pas toutes les ouvertures. C'est là que de petites armes peuvent produire de grands résultats. Un drone FPV peut transporter une ogive limitée, mais si elle atteint le carburant, les munitions ou le stockage à l'intérieur du véhicule, l'explosion peut dépasser la taille du drone lui-même. Les explosions secondaires expliquent pourquoi ces attaques semblent souvent si destructrices. Le drone n'est que le déclencheur. La véritable force provient de ce que le véhicule transporte. Un char avec des munitions à l'intérieur, un VCI transportant des fournitures ou un VTT chargé de matériel explosif peut se transformer en une explosion plus importante une fois que la charge interne prend feu. Une frappe précise peut ne laisser presque rien de récupérable. Pour la Russie, le problème n'est pas seulement de perdre des blindages coûteux, mais de perdre confiance dans le mouvement blindé. Un véhicule peut être solide, mais s'il est ralenti, observé et attaqué en séquence, sa protection devient moins décisive. La récupération devient également dangereuse. Envoyer un autre véhicule pour extraire un blindé endommagé peut créer une cible dans la même zone. Attendre donne plus de temps au drone. En raison de cette chaîne, la Russie a tenté d'ajouter plus de protection. Des cages supplémentaires, des cadres métalliques et des systèmes électroniques sont censés donner aux équipages une meilleure chance. Mais ces ajouts ne mettent pas fin au conflit. Ils le déplacent vers la phase suivante. La réponse de la Russie à la menace des FPV est désormais visible sur de nombreux véhicules. Plus d'acier, plus de cages, plus de cadres improvisés et plus de systèmes de guerre électronique sont apparus sur le front. Ces changements montrent que Moscou comprend le danger, mais ils révèlent également les limites de la protection sous un ciel surveillé par de petits drones. Une copée-cage peut toujours aider. Elle peut forcer un FPV entrant à exploser avant d'atteindre le blindage principal. Et elle peut rendre un coup direct plus difficile pour le pilote. Des écrans métalliques supplémentaires peuvent réduire la chance qu'une ogive frappe une surface vulnérable. La guerre électronique ajoute une autre couche en essayant de rompre le signal entre le drone et son opérateur. Pour un équipage russe, quelques secondes d'interférence peuvent suffire pour survivre. Pourtant, ces défenses ne créent pas une bulle de sécurité autour du véhicule. Elles ne font que modifier le problème que les pilotes ukrainiens doivent résoudre. Un char recouvert d'une cage a toujours des zones faibles. Un VCI avec des écrans supplémentaires a toujours une zone moteur, une section arrière, un anneau de tourelle, des lacunes de toit et des ouvertures autour des cadres ajoutés. Un VTT avec guerre électronique peut réduire le risque d'un drone, mais il ne peut pas toujours arrêter plusieurs drones approchant sous différents angles. Les équipages ukrainiens peuvent ajuster l'attaque plutôt que d'abandonner la cible. Ils peuvent envoyer un premier drone pour tester le champ de brouillage. Ils peuvent attendre que le véhicule ralentisse, tourne ou expose son arrière. Ils peuvent viser l'espace entre la tourelle et la coque, le pont moteur ou une brèche laissée par des modifications de campagne hâtives. Cela transforme la protection en un concours d'angles et de timing.
La Russie ajoute des couches pour bloquer la frappe la plus facile. L'Ukraine étudie l'ouverture qui subsiste. L'ouverture n'a pas besoin d'être grande. Si un drone atteint le carburant, les munitions ou une section plus mince près du sommet du véhicule, une petite ogive peut toujours créer de lourds dégâts. La protection ajoutée a également un coût. Une cage rend le véhicule plus grand et plus facile à repérer d'en haut. Le métal supplémentaire peut ajouter du poids, réduire la visibilité, limiter le mouvement de la tourelle et rendre la conduite plus difficile sur des routes forestières étroites ou des pistes endommagées. Un véhicule qui devient plus difficile à cacher et plus difficile à tourner peut survivre à une menace, puis être exposé à une autre. Cela est d'autant plus important sur les terrains restreints, où les équipages ne peuvent pas facilement reculer, se disperser ou cacher le véhicule une fois que les drones commencent à tourner au-dessus de l'itinéraire. La guerre électronique a également ses limites. Elle nécessite de l'énergie, un placement correct et un fonctionnement constant. Elle peut aussi révéler qu'un véhicule important se trouve à proximité. Elle peut perturber les drones utilisant certaines liaisons de contrôle, mais elle n'arrête pas les mines, l'artillerie, les drones bombardiers ou tous les FPV guidés par une méthode résistante. En pratique, la Russie ne résout pas le problème des drones. Elle gagne du temps dans un environnement plus dangereux. Ce temps peut sauver un équipage à un moment donné, mais il peut aussi attirer davantage l'attention ukrainienne si le véhicule reste visible, précieux et incapable de partir rapidement. Le combat devient un cycle d'adaptation. Un camp construit une cage, l'autre étudie la brèche. Un camp active le brouillage, l'autre modifie la route, l'altitude, le timing ou la direction d'attaque. La protection devient partie intégrante d'un concours en mouvement et non une réponse finale. Le blindage russe peut devenir plus difficile à détruire, mais il ne devient pas invisible. Il ne devient pas non plus libre de se déplacer sans risque. Le prochain danger est encore moins prévisible, car certains drones FPV n'ont plus besoin de chasser depuis le ciel. Ils peuvent attendre près de la route que la cible vienne à eux. À ce stade, la protection devient un délai temporaire, non une certitude durable. Le danger le plus récent dans la guerre des drones FPV n'est plus seulement le drone qui poursuit une cible depuis le ciel. C'est le drone qui attend avant l'arrivée de la cible. Ces drones attendeurs modifient le rythme de l'attaque, car ils transforment une arme volante en un outil d'embuscade préparé. Au lieu de consommer l'énergie de la batterie à rechercher un véhicule en mouvement, le drone peut atterrir près d'une route, d'une lisière d'arbres, d'une approche de tranchée ou d'un itinéraire fréquemment utilisé par les troupes russes. De cette position, il devient plus difficile à repérer. Il ne tourne pas au-dessus, ne fait pas de bruit et ne montre pas de trajectoire de vol claire. Il peut rester bas, silencieux et attendre que le champ de bataille rapproche la cible. Cela retarde la première alerte. Pour les mouvements russes sur des routes étroites, cela crée un problème tactique. Un conducteur peut croire que le danger commence lorsqu'un drone apparaît dans les airs. Mais si le drone est déjà près de la route, l'attaque peut commencer au moment où le véhicule entre dans la mauvaise section de terrain. L'équipage a moins de temps pour réagir, le véhicule a moins d'espace pour tourner, et l'escorte derrière lui peut ne pas comprendre d'où vient la frappe. C'est particulièrement dangereux sur les routes forestières et les couloirs d'approche où les arbres, la boue, les pistes endommagées ou les équipements abandonnés limitent les mouvements. Un convoi qui dépend de la vitesse peut perdre son avantage instantanément. La vitesse aide lorsqu'un véhicule essaie de distancer un drone venant de loin. Elle aide beaucoup moins lorsque l'arme a déjà été placée près de l'itinéraire. Dans ce cas, le véhicule n'échappe pas à une poursuite, il s'engage dans une embuscade. Le même danger s'applique à l'infanterie et aux petits groupes d'assaut. Les soldats se déplaçant le long d'une ligne de tranchée, traversant une ceinture d'arbres ou approchant une position avancée, peuvent se sentir plus en sécurité parce qu'aucun drone n'est visible au-dessus d'eux. Un FPV en attente supprime ce confort. Il peut s'élever du sol voisin et frapper avant que le groupe n'ait le temps de se disperser. Cela rend les mouvements ordinaires incertains. Chaque chemin familier peut devenir suspect. Chaque pause près d'un abri peut devenir dangereuse. Chaque itinéraire répété peut devenir un modèle que l'Ukraine étudie et utilise ensuite contre le groupe suivant. La valeur de cette tactique n'est pas seulement l'explosion. C'est la pression qu'elle exerce sur la prise de décision. Les unités russes doivent s'inquiéter des drones qu'elles peuvent voir et de ceux qu'elles ne peuvent pas voir. Elles doivent vérifier la route, le ciel, la lisière des arbres et le sol en même temps. Cela ralentit les mouvements et crée de l'hésitation. Cela peut forcer les véhicules à changer de route, à se séparer trop tôt ou à s'arrêter dans des endroits qui ne sont pas plus sûrs que la route qu'ils ont essayé d'éviter. Un drone attendeur fonctionne comme une mine intelligente avec un pilote humain derrière elle. Il peut conserver son énergie, réduire les signes d'avertissement et n'attaquer que lorsque la cible est suffisamment proche pour avoir une chance de succès. Cela ne rend pas toutes les routes impossibles à utiliser, mais cela rend les mouvements de routine beaucoup plus difficiles à croire. Pour la Russie,
c'est le danger le plus profond. Une fois que de petits véhicules, des voies de ravitaillement et des chemins d'infanterie peuvent être pris en embuscade de cette manière, le risque augmente pour les systèmes plus grands qui se déplacent derrière eux. La prochaine couche de pression pèse désormais sur les plateformes de tir lourdes qui transportent beaucoup plus de puissance explosive stockée. Les systèmes de tir lourd russes sont des cibles prioritaires car ils combinent puissance sur le champ de bataille et dangereuse vulnérabilité interne. Le TOS-1 à Solntsepiok, le BM-30 Smerch et le BM-27 Uragan ne sont pas des véhicules ordinaires. Ils sont conçus pour délivrer un tir lourd et soudain contre les tranchées, les concentrations de troupes et les positions fortifiées. Lorsque ces systèmes apparaissent, l'Ukraine a de bonnes raisons de les traquer rapidement, car un lanceur détruit peut éliminer une menace sérieuse avant qu'elle ne façonne le prochain combat. Le TOS-1A est particulièrement redouté car il tire des roquettes thermobariques. Ces armes créent une explosion et une chaleur intense, ce qui les rend dangereuses autour des bunkers, des abris et des lignes défensives. Pourtant, la même charge de roquettes crée également une faiblesse. Si un drone FPV atteint le lanceur ou la zone de munitions, le véhicule peut devenir sa propre source explosive. L'ogive du drone peut être petite, mais les roquettes stockées peuvent transformer l'impact en une détonation beaucoup plus importante. Cela rend le système dangereux pour les deux camps une fois qu'il est exposé. Les BM-30 Smerch et BM-27 Uragan créent un problème différent pour l'Ukraine. Ils peuvent tirer à distance, puis s'éloigner du point de tir avant l'arrivée des tirs de contre-batterie. Dans la logique de combat plus ancienne, la portée et le mouvement leur donnaient une meilleure chance de survie. Dans cette guerre, les drones de reconnaissance peuvent suivre le cycle après le lancement. Un lanceur peut tirer, se retirer et se diriger vers un abri, mais son itinéraire peut toujours être observé d'en haut. Cela rend la période après le tir extrêmement dangereuse. L'équipage peut penser que la partie la plus difficile est terminée une fois les roquettes parties des rails. En réalité, le véhicule peut maintenant être plus facile à suivre car il a révélé sa zone de tir et a commencé à se déplacer le long d'un itinéraire qui peut être suivi. Les opérateurs de drones peuvent observer où il se cache, où il se recharge, où il rejoint d'autres véhicules de soutien. Une fois ce schéma repéré, le lanceur n'est plus protégé uniquement par la distance. Il devient partie d'une piste qui peut mener les équipes de frappe ukrainiennes à une cible plus précieuse. Cela change le sens de la guerre de contre-batterie. L'Ukraine n'essaie pas seulement de frapper un lanceur au moment où il tire. Elle essaie d'observer le cycle opérationnel complet, du tir au retrait, à la dissimulation, au rechargement et au retour. Chaque étape crée une chance de frapper, et chaque pause donne plus d'informations aux opérateurs de drones. Pour la Russie, perdre ces systèmes affaiblit plus que la puissance de feu. Cela réduit la confiance, ralentit la planification et oblige les commandants à déplacer les lanceurs précieux plus prudemment. Chaque mission de roquette peut créer une piste. Chaque piste peut devenir une cible. Les équipages peuvent raccourcir les fenêtres de tir, changer d'itinéraire ou se cacher plus longtemps. Mais ces choix peuvent réduire le tempo du soutien d'artillerie russe. Une arme conçue pour un tir de masse soudain devient moins utile si elle doit passer plus de temps à éviter la détection qu'à préparer le prochain lancement. Mais la puissance de feu majeure n'est qu'une couche, car l'Ukraine s'intéresse également aux systèmes qui aident la Russie à voir, communiquer, contrôler les drones et maintenir le rythme du champ de bataille sous pression. L'Ukraine frappe désormais au-delà des véhicules et des canons, ciblant les systèmes qui aident les forces russes à voir, communiquer, se déplacer et contrôler la bataille. Cette couche de la guerre des drones est moins spectaculaire qu'un char en flammes, mais elle peut être plus dommageable sur le long terme. Les cibles sont plus petites, mais les conséquences peuvent se propager très rapidement. Les sites d'antenne, les stations relais, les systèmes de guerre électronique, GE, les positions d'opérateurs de drones, les hangars, les dépôts et la logistique de carburant maintiennent les unités russes connectées, approvisionnées et conscientes de ce qui se passe autour d'elles. Lorsqu'un de ces nœuds est détruit, l'effet peut se propager au-delà de la zone d'explosion. Une station relais endommagée peut affaiblir le contrôle des drones sur un secteur. Une antenne détruite peut réduire la communication entre les équipes avancées et les équipes de soutien. Un impact sur un système de GE peut ouvrir plus d'espace aux drones ukrainiens pour opérer. Une frappe sur un dépôt de carburant peut ralentir des véhicules qui n'ont même pas atteint le front. L'Ukraine attaque donc le rythme des opérations russes. Si les équipages russes ne peuvent pas recevoir les ordres rapidement, guider les UAV de manière fiable, acheminer le carburant ou protéger les opérateurs de drones, alors même les armes puissantes deviennent plus difficiles à utiliser au bon moment. La même logique s'applique aux hangars, dépôts et camions de ravitaillement. Un hangar peut protéger l'équipement des intempéries et de l'observation, mais une fois découvert, il peut devenir un point unique où plusieurs actifs sont perdus ensemble. Un dépôt peut se trouver derrière la ligne de front, mais si les drones peuvent l'atteindre, la distance ne garantit plus la sécurité. Cette pression s'étend également vers la Crimée.
Dans ce théâtre, les drones marins peuvent aider à rapprocher les drones FPV ou les drones de frappe du rivage, créant de nouvelles façons de faire pression sur la défense aérienne russe, les actifs navals, les infrastructures aéroportuaires et les bases de drones. Les attaques signalées en Crimée doivent être décrites avec prudence. Certains détails, tels que les dommages à un Tor M2, une tour de contrôle ou un hangar à 4 poteaux, peuvent provenir de rapports préliminaires du champ de bataille et nécessitent encore confirmation. Le langage plus serait rapporté selon des informations préliminaires ou si confirmé. Cette prudence est importante car la tendance générale est déjà visible sans surestimer une seule frappe. L'Ukraine tente de connecter le front, l'arrière et la côte en une seule zone de pression. Lorsque toutes ces couches de cibles sont assemblées, d'une moto cachée dans une lisière d'arbres à une base d'UAV en Crimée, l'image devient plus vaste que de simples frappes de drones séparées. Elle révèle un changement plus profond dans la manière dont la guerre moderne est menée. Les drones ne sont plus des outils de soutien sur le champ de bataille ukrainien. Ils façonnent la manière dont les cibles sont trouvées, piégées et détruites. Des motos cachées dans les lisières d'arbres aux camions de ravitaillement, chars, systèmes de roquettes et bases de drones en Crimée, la menace atteint désormais toutes les couches des opérations russes. L'Ukraine utilise cette pression pour ralentir les mouvements, perturber la logistique, affaiblir le soutien de tir et endommager les liaisons de communication qui maintiennent les unités ensemble. La Russie continuera de s'adapter avec des copécages, des systèmes de guerre électronique, du camouflage, des leurres, de la fumée, des mouvements nocturnes et une dispersion plus large. Ces mesures peuvent réduire les pertes dans certains cas, mais elles ne peuvent pas restaurer l'ancien sentiment de sécurité des mouvements. La prochaine phase dépendra de la vitesse, des données et de la coordination. Le camp qui voit plus vite, frappe plus tôt et connecte plus efficacement les informations du champ de bataille prendra l'avantage dans la guerre moderne. C'est la leçon qui émerge clairement de la ligne de front ukrainienne dominée par les drones aujourd'hui. Si cette analyse vous a aidé à comprendre comment les drones transforment la guerre moderne, assurez-vous de vous abonner à l'Échiquier Global pour une analyse plus approfondie du champ de bataille. La guerre ne devrait jamais être regardée comme un divertissement, mais étudiée comme un avertissement sur le coût des politiques ratées, de la dissuasion brisée et des erreurs de calcul humaines. Restez informés, restez critiques et continuez à suivre les faits derrière les lignes de front.